Maintenant, voilà, je vous présenterai un peu ce que j'ai trouvé. Et surtout, ça m'a intéressé de le présenter aux enfants cet été, sachant qu'en plus on a monté une pièce avec eux sur Jeanne d'Arc, donc ça m'a permis de retravailler pas mal de choses. Et donc Pierre-Marie m'avait demandé de vous présenter le contexte historique. Alors j'ai essayé de le traiter d'une manière un peu large, vous allez voir. On va parler de la France, mais on va parler aussi de l'Angleterre, parce que nos livres d'histoire sont quand même très franco-français, et c'est intéressant de voir ce qui s'est passé en Angleterre à cette époque. Pas simplement, voilà, parce qu'on sait qu'il y a eu cette guerre, mais aussi de savoir ce qu'il y avait dans le pays. Et puis on parlera un tout petit peu de l'Église, et vous verrez que c'était pas très simple. Donc on parlera un petit peu indirectement de Jeanne d'Arc, mais surtout de l'époque où elle est intervenue. Et vous allez voir que ça sera un peu ma conclusion. C'est ce que j'ai déduit en somme de tout ce que j'ai dit aux enfants cet été. Et puis la pièce de théâtre, c'est que dans ces circonstances qui étaient quand même très complexes, elle a vécu une vie chrétienne assez exemplaire. Et je voudrais terminer là-dessus. Ça ne sera plus vraiment de l'histoire, ça sera plutôt un peu de spiritualité, disons. Voilà. Alors, le contexte historique, on va commencer par la France. La France de l'époque. Alors, la France de l'époque, je vous ai fait un petit récapitulatif, si on y arrive. Bon, ça c'est la carte. Voilà. Alors, je voudrais commencer donc par... Ça va un peu trop vite. Il n'est pas beau, lui. Alors ça c'est Charles VII, on va y venir après. Voilà. Alors, je vous ai remis ces dates pour qu'on se replace un peu dans l'ensemble. Alors, 1337, c'est le début de la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Alors, sachant que vous voyez, on appelle ça guerre de 100 ans, mais enfin, c'est une invention des historiens du 19e siècle. Les gens de l'époque n'avaient pas du tout le sentiment de vivre une guerre de 100 ans. D'abord, il y avait peu de batailles rangées, et vous verrez que les batailles rangées n'opposaient pas beaucoup de combattants. La grande bataille d'Azincourt, en 1415, il y avait 12 000 soldats anglais. Donc c'est pas nos guerres modernes, hein. C'est pas la bataille de la Somme ou de la Marne pendant la guerre de 14. Hein. Donc les gens de l'époque n'avaient pas le sentiment de vivre dans un climat de guerre perpétuelle, pas du tout. Enfin bon, on prend ce titre comme il nous vient. Alors, vous voyez aussi, si on regarde la population des deux pays, ça c'est assez intéressant, 14 millions d'habitants dans la France de l'époque, qui était beaucoup plus petite que la France actuelle. Voilà la carte que je vous commenterai après. Vous voyez, donc on n'est pas dans les frontières de la France actuelle. Si on prend les frontières de la France actuelle, il y avait presque 20 millions d'habitants. Voilà. Donc le royaume de France, en tout cas de cette époque-là, c'était 14 millions d'habitants. Donc c'était un royaume très peuplé. Vous voyez, comparé à l'Angleterre, 3 500 000 habitants. Donc ça veut dire, si on réfléchit, évidemment c'est une réflexion peut-être en termes un peu modernes, mais enfin, en gros, l'Angleterre ne faisait pas tellement le poids quand même. Ce qui explique finalement que la France ait gagné, en partie, disons. Alors, cela dit, le contexte, c'est d'abord celui du règne de Charles V, qui a hérité d'une situation politique difficile, mais qui a réussi à rétablir le pays. Et donc, en 1368, lui naît un fils aîné, Charles, qui sera le futur Charles VI. Malheureusement, Charles V meurt en 1380, relativement jeune, et donc Charles VI est désigné comme roi, mais il n'a que 12 ans. Donc la régence va être exercée par ses 4 oncles. Malheureusement, ces 4 oncles, qui étaient les frères de Charles V, étaient, à l'exception d'un seul, le duc de Bourbon, qui est un homme un peu effacé, mais très intègre. Les 3 autres, le duc de Berry, le duc de Bourgogne, et un troisième, le duc d'Anjou, voilà, étaient des gens très cupides et très intéressés par l'argent. Donc pendant cette régence, ils vont en fait dilapider les finances du royaume, qui avaient été remises d'aplomb par Charles V. Alors Don Pierre-Marie m'avait demandé de faire quelques parallèles avec l'époque actuelle. Les parallèles ne sont pas toujours évidents. Le fait de dépenser l'argent public, voilà. Bref, c'est pas forcément quelque chose de très nouveau. Donc, en tout cas, la régence n'a pas été quelque chose d'extraordinairement positif. Alors, en 1388, à 20 ans, Charles VI prend officiellement le pouvoir. Enfin, on dirait, parce qu'en fait, il aurait pu le prendre dès l'âge de 15 ans, selon les lois de l'époque, mais ses oncles régents ne lui ont pas tellement facilité la tâche. En tout cas, à 20 ans, il a l'âge plus que légitime pour le faire,
et donc il devient roi. Et il rappelle les conseillers de son père, Charles V, que par dérision, les régents avaient écarté et qu'ils avaient appelé du titre peu amène de marmoussés. Donc les marmoussés, ça veut dire les petits barbeaux, les gens pas très intéressants. Donc ces conseillers de Charles V, qui étaient des financiers, qui étaient des gens plutôt des grands marchands, des grands fonctionnaires, disons, avaient redressé la situation et ils avaient été mis de côté par les régents. Et ils vont s'efforcer en 1388 de rétablir la situation. Et vous voyez qu'on a perdu 8 ans, donc la tâche n'est pas très facile. Et d'autre part, ce qui va beaucoup gêner la situation du pays, c'est en 1392, malheureusement, le roi Charles VI qui débute une crise de folie. Alors, voilà donc Charles VI, donc c'est une gravure de l'époque, dans le costume du couronnement. Et donc en 1392, Charles VI va avoir un accès de folie. Vous avez une enluminure, malheureusement qui n'est pas très bien scannée, je suis désolé. En fait, Charles VI était parti châtier un connétable du duché de Bretagne, le comte de Cran. Donc on n'est pas très loin d'Évron, on n'est pas très loin du Mans. Et donc Charles VI était parti avec une partie de son armée, et alors qu'il traversait la forêt du Mans, il va être abordé par un mendiant, qu'il va l'apostropher en lui disant « Ne va pas plus loin au roi, tu es trahi ». Et puis, il se trouve qu'à ce moment-là, des gardes de la suite de Charles X s'étaient endormis, et l'un des gardes fait tomber en fait ses armes sur le casque de son prédécesseur. Et alors là, tout à coup, le roi va avoir un accès de folie, et il va se lancer l'épée à la main, et il va commencer par attaquer son entourage. Mais ce qu'on ne sait pas, ce que racontent les chroniques de l'époque, et j'ai retrouvé ça dans une étude assez récente, c'est qu'en fait, il va poursuivre un homme. Cet homme, c'est son frère, Louis, le duc d'Orléans. Et en fait, les historiens ne savent pas très bien pourquoi il l'a poursuivi, mais en tout cas, c'est lui qu'il va s'efforcer de tuer. Et donc, deux des régents sont avec des anciens régents, sont avec Charles VI, et ils font en sorte que le duc d'Orléans arrive à s'échapper. Alors les historiens s'interrogent sur ce fait qui a déclenché la folie de Charles VI. Alors on ne sait pas très bien. Certains disent que Louis, donc le duc d'Orléans, qui était le frère de Charles VI, était peut-être l'amant de sa femme. Bon, on ne sait pas très bien. En tout cas, on ne sait pas très bien non plus qu'est-ce qu'était cette folie. Parce qu'en réalité, Charles VI avait des périodes de lucidité, et puis tout à coup, la folie reprenait le dessus. Elle durait quelques mois, et puis revenait à la normale. Alors évidemment, dans une perspective moderne, on est très attristé pour la France, et vous allez voir les conséquences assez désastreuses de cette maladie du roi. Mais en fait, c'est ce que dit Régine Pernoud, les gens de l'époque ne voyaient pas du tout les choses de la même façon. Les gens de l'époque étaient très embêtés, mais pour le roi. Et en fait, nous raisonnons avec une idée précise du gouvernement. Les gens de l'époque ne voyaient pas du tout les choses de la même façon. Et en fait, ils espéraient une guérison. Donc on priait pour cela, on lui a trouvé différents médecins, etc. Mais on n'a jamais su vraiment quelle était la cause de cette maladie. Alors j'ai cherché un peu dans les historiens les plus experts de notre époque, mais je n'ai pas trouvé non plus de réponse très claire ni très satisfaisante. Bon. Donc toujours est-il qu'en 1392, Charles VI a ses accès de folie. Alors quand il est bien, il arrive à gouverner le royaume, il est tout à fait lucide. Mais alors quand il part dans ses accès de folie, on le voit courir dans son palais du Louvre, arracher les étoffes. Et puis alors il avait peur d'être contaminé, donc il ne voulait pas changer de vêtements, si bien qu'il était plein, dit-on, de puces et de poux. Bref, donc c'était pas très facile, disons. Alors, pour essayer justement de distraire le roi, de calmer sa maladie, on organise des spectacles. Et donc, en 1393, il va y avoir le fameux bal des Ardents. Donc on organise à la cour un bal costumé. Et malheureusement, pendant ce bal, le costume du roi prend feu, et les costumes de ses suivants également,
Donc là aussi un épisode où il y a plusieurs morts, un épisode qui ne va pas tellement faciliter la santé du roi. Et en fait, à partir de 1412, sa maladie va devenir tellement chronique qu'il devient pratiquement incapable de gouverner. Donc ça va être une des causes des malheurs de la France. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière pour vous montrer une carte. Alors là, on est à la fin du règne de Charles VI. Mais alors, cette carte est intéressante parce que donc on voit d'abord les limites de la France avec la Flandre. Donc vous voyez, la Lorraine est effectivement en dehors de la France, ça faisait partie des terres d'Empire. Et donc Vaucouleurs et Don Rémy, vous voyez, sont juste à la limite. Le duché de Bourgogne, je vais y revenir, le Dauphiné et la Provence, qui était l'apanage en fait du duc d'Anjou, donc qui était en dehors du royaume. Alors, dans ce royaume de France, il faut voir le duché de Bourgogne, dont on va beaucoup reparler, avec la comté de Bourgogne, qui est notre Franche-Comté actuelle. Alors avec un statut un peu spécial, parce qu'il y avait le duché de Bourgogne, qui avait été donc donné, qui était à l'époque aux mains d'un grand-oncle de Charles VI. Donc ce duché de Bourgogne faisait partie du royaume de France, mais il y avait la Franche-Comté, qui était donc dépendante du duché de Bourgogne, mais qui faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Donc le duc de Bourgogne pouvait jouer sur les deux tableaux, et nous verrons l'importance que ça a eu. Alors ce duché de Bourgogne était relativement petit, et puis vous voyez que par héritage, il avait récupéré la Champagne, puis la Flandre, puis toute une partie de la Belgique et de la Hollande actuelle. Et donc, pratiquement, à l'époque de Charles VI, le duc de Bourgogne avait reconstitué la fameuse Lotharingie de Charlemagne, c'est-à-dire en fait un très grand axe commerçant autour de la Meuse et du Rhin, un axe très important puisque dans l'Union européenne actuelle, c'est une des zones industrielles et commerciales les plus importantes, puisque vous avez les centres producteurs, c'était déjà le cas à l'époque, c'était pas la même industrie, mais enfin c'était l'agriculture, c'était les textiles de Champagne, etc. Et puis les débouchés auprès de la mer. Donc c'est assez amusant, c'est une certaine constante en fait, finalement, cette reconstitution d'un axe autour du Rhin, disons. Donc le duché de Bourgogne, très important, comme vous le voyez. Le duché de Bretagne, alors là la carte est fausse parce que le duché de Bretagne était indépendant. Et le duc de Bretagne a oscillé entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Donc là il y a une petite erreur, ils l'ont inclus dans le domaine anglais. Alors de fait, à l'époque de Jeanne d'Arc, le duc de Bretagne était allié à l'Angleterre, mais ce n'était pas une partie de l'Angleterre. Alors ce qui était vraiment anglais, c'était la Normandie, puisque les rois d'Angleterre étaient originaires de Normandie, depuis Guillaume le Conquérant. Et ensuite, il y a toute une zone dont je vais vous parler après, qui était à l'époque de Charles VI, aux mains du roi de France. Mais vous voyez, donc, au début de l'épopée de Jeanne, ça a un peu changé. Et puis les Anglais avaient aussi comme possession directe, à cause de la ligne nord d'Aquitaine, la Guyenne et une partie de la Gascogne. Donc ça, c'est pour vous donner quelques indications, disons, géographiques. Alors voilà Charles VI à nouveau. Alors 1393, avec la maladie du roi, eh bien, les grands feudataires, les grands aristocrates, vont voir leurs ambitions se réveiller. Et en particulier, il va y avoir un conflit entre le duc d'Orléans, Louis, donc frère de Charles VI, et manifestement, il y avait quelque chose entre eux, qu'on n'a jamais très bien éclairci, et le duc de Bourgogne, qui était donc son grand-oncle, pardon. Et à la faveur de la maladie du roi, le duc d'Orléans voit ses ambitions grandir, et il va se heurter très rapidement, effectivement, au duc de Bourgogne. Donc deux partis vont se constituer, et en fait, c'est un début de guerre civile entre les partisans des Orléans et les partisans des Bourgognes. Le pouvoir royal essayant tant bien que mal d'arbitrer, mais vous le comprenez, la situation n'était pas très facile. Alors en 1407, le duc d'Orléans, en fait, va être assassiné par des soldats du duc de Bourgogne. Jean le Bon, exactement. Lequel, bien sûr, va assister aux obsèques de son rival, en versant force larmes. Mais enfin, personne n'est dupe. Et à partir de 1407, la situation s'aggrave, parce que chacun des partis
que ce soit les Orléans ou les Bourguignons, vont se tourner vers le roi d'Angleterre. Et c'est là que la situation va commencer à se détériorer. Pourquoi on les appelait les Armagnacs et Orléans? Alors, on les appelait les Armagnacs parce que le duc d'Orléans avait un beau-père qui était duc d'Armagnac, sachant que l'Armagnac, c'est dans le Gers actuel. C'est bon. Quelques connaissances. Alors, donc ça c'est l'enluminure qui représente la maladie du roi. Alors là-dessus, effectivement, Charles VI avait plusieurs enfants, dont le fameux dauphin Charles, vous voyez, qui n'était pas très gracieux. Alors ça, c'est un portrait du 19e siècle, hein, c'est peut-être pas très ressemblant. Alors, je reviendrai sur le dauphin Charles tout à l'heure. Je voudrais arriver maintenant au roi d'Angleterre. Donc ça, c'est Charles VII, et on reviendra sur cette image tout à l'heure. Il faut attendre un tout petit peu. Alors, le contexte de l'Angleterre à l'époque, c'est pour vous montrer peut-être un autre point de vue, pour éclairer un peu le propos. Donc, je vous ai dit une population beaucoup plus faible que celle de la France, 3 500 000 habitants, et normalement, vous allez voir maintenant une carte, on va y arriver, de l'Angleterre de l'époque, si l'appareil veut bien avancer un peu, juste pour vous montrer un peu la situation. Donc, en 1410, c'est-à-dire peu de temps avant la naissance de Jeanne, Jeanne étant née en 1412. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est la carte. Voilà. Alors ça, c'est pour vous présenter un autre point de vue, c'est le point de vue des Anglais. Alors, vous avez donc le royaume d'Angleterre, avec le pays de Galles, qui avait été conquis par les Normands. Et donc, pour calmer les Gallois, qui sont des gens, paraît-il, pas très faciles, on avait donné donc le titre de prince de Galles, comme c'est le cas encore maintenant, au fils aîné du roi d'Angleterre, pour faire une sorte d'union entre le pays de Galles et l'Angleterre. Alors, vous voyez qu'ils avaient donc une toute petite partie de l'Irlande. Les Irlandais étaient coriaces. Et au nord, vous aviez l'Écosse indépendante, si bien que les rois de France vont tenter à plusieurs reprises une alliance de revers avec l'Écosse. C'est ce que les Écossais appellent encore la Old Alliance, donc la vieille alliance entre les Français et les Écossais. Alors, vu du point de vue de l'Angleterre, vous voyez, ça change un tout petit peu la perspective, le duché de Normandie, comme je vous le disais, et donc la Guyenne et la Gascogne dont on avait parlé. Alors, ce qui va contribuer, si on peut dire, au malheur des Français, c'est l'arrivée au pouvoir en Angleterre de Henri V. Alors, Henri V est le fils d'un usurpateur qui s'appelait Henri IV, lequel Henri IV avait tué le roi Richard II, qui était le dernier des Plantagenets. Alors, les Plantagenets, on connaît bien dans la région, puisqu'ils sont enterrés à Fontevraud. Exactement. Donc, le dernier des Plantagenets, Richard II, avait été tué par un de ses cousins, Henri IV, qui est devenu donc roi d'Angleterre, mais pour pas très longtemps, et lui a succédé donc Henri V. Alors, Henri V était un combattant. Il avait passé toute sa jeunesse avec des soldats. Il traînait aussi, dit-on, avec les paysans. Donc c'était quelqu'un de mœurs relativement simples. Et il arrive au pouvoir donc en 1413, c'est-à-dire juste après la naissance de Jeanne. Et alors lui sait très bien ce qui se passe en France, et il va profiter de la situation pour faire avancer ses pions. D'autant plus que c'est un stratège assez redoutable. Donc il voit venir à lui les gens du côté des Orléans, il les écoute avec beaucoup d'intérêt. Il voit venir à lui des gens venant du côté des Bourguignons, il les écoute aussi avec beaucoup d'intérêt, sans faire trop de promesses. Et puis petit à petit, eh bien, il va avancer ses pions. Et en 1415, il débarque sur les côtes françaises. Alors, les Français se réveillent quand même, et ont réuni une armée, malheureusement une armée un peu de briques et de broc, puisque cette armée va être essentiellement dirigée par des chevaliers, des nobles, des aristocrates. Ils vont refuser la participation de ce qu'on appelait les milices communales. Alors ces milices communales, pendant la guerre de 100 ans, toutes les régions qui étaient limitrophes avec les possessions anglaises, c'est-à-dire en fait tout ce qu'il y avait autour de la Normandie, Paris, et puis les régions limitrophes de la Bretagne, donc la Mayenne, le Mans, l'Anjou, etc. Toutes ces petites villes avaient constitué des milices communales
Donc c'était des gens qui étaient plutôt des fantassins, mais qui avaient quand même beaucoup aidé, en particulier du Guesclin, à libérer la France d'une partie des Anglais. Et alors à Azincourt, malheureusement, l'armée française va refuser le concours de ces milices communales. Donc le roi d'Angleterre, Henri V, débarque avec une armée de 12 000 hommes, c'est pas énorme. Les Français réussissent à en aligner, dit-on, près de 60 000. Donc la faveur était plutôt du côté des Français. Mais comme je vous le disais, on va licencier une partie des milices communales. Et d'autre part, les Français avaient des canons que l'on va refuser d'utiliser. Donc l'armée anglaise va rencontrer les Français en Picardie, du côté d'Azincourt. On est à la fin octobre 1415, à la veille des saints Crépin et Crépinien. Je dis ça parce qu'à Évron, on a une chapelle Saint-Crépin. Donc Azincourt, c'est du côté de la Picardie. Vous voyez, c'est indiqué ici. Et alors, à Azincourt, les Français, qui ont toujours beaucoup de panache, vont vouloir justement utiliser leur cavalerie. Manque de chance, les cavaliers français étaient lourdement équipés, avec des armures qui pesaient entre 30 et 50 kg. Les chevaux étaient également caparaçonnés, et le jour de la bataille, il faisait un temps épouvantable, donc il y avait de la boue, il faisait froid, les Français avaient campé et étaient extrêmement fatigués. Et donc les Anglais, très habilement, voyant que les Français ont une armée plutôt, blindée, vont mettre en avant leurs archers. Et en fait, les Français vont rapidement s'empêtrer dans la boue des marécages d'Azincourt. Les Anglais vont faire tirer leurs archers, qui vont déjà décimer une grosse partie de la cavalerie française. Et ensuite, quand la cavalerie va être bien embourbée, eh bien, les Anglais vont faire intervenir, on parle de la perfide Albion, vous allez voir pourquoi, lorsque les chevaux vont être bien embourbés, lorsque les chevaliers français vont être tombés à terre parce que leurs armures sont trop lourdes, les Anglais vont faire intervenir en fait des porte-couteaux. Et donc, ils vont massacrer plusieurs milliers de nobles français en les égorgeant simplement à la faveur de la nuit. Donc, c'était pas un combat très très loyal, mais... Et donc, les historiens disent que pratiquement 3/4 des lignées aristocratiques françaises ont disparu à Azincourt. Il y a un certain nombre de noms qui ont été rayés de la carte à cause des Anglais. Donc, c'est une défaite extrêmement grave, d'autant plus que les plus grands généraux sont tous morts. Et donc je dis 3/4 de l'aristocratie décimée, c'était donc une défaite extrêmement lourde et inattendue parce que en fait les Français étaient largement plus forts que les Anglais. Donc cette défaite d'Azincourt va entraîner toute une série d'événements tragiques pour la France. D'abord le dauphin Charles, comme je vous disais, donc le voilà, va en fait s'enfuir de Paris. Il va quitter la cour de son père, où ça ne se passe pas très bien avec sa mère, Isabeau de Bavière. Et donc à la suite de la défaite d'Azincourt, je vais revenir à la carte, à la suite de la défaite d'Azincourt, donc l'armée française est décimée, et le duc de Bourgogne, voyant les Anglais s'avancer, va officialiser en somme son alliance. Ce qui va permettre aux Anglais de récupérer... Donc les Anglais sont en Normandie, ils vont récupérer toute une partie du nord de la Picardie, Paris à partir de 1418, et puis donc ils vont s'avancer jusqu'au Val-de-Loire, jusqu'à Orléans. Pratiquement, à partir de ce moment-là, donc à partir de 1417-1418, la France est coupée en deux, entre une partie nord qui est dominée par les Anglais, mais on verra que ce n'est pas complètement uniforme, et les Bourguignons, donc alliés, et le sud de la France, qui reste fidèle au dauphin Charles. Et donc, en 1420, le roi Charles VI, qui a perdu la raison, signe le désastreux traité de Troyes. Donc le traité est signé en Champagne, sur les terres du duc de Bourgogne, c'est significatif. Et ce traité de Troyes, en 1420, précise que donc, la fille de Charles VI, qui s'appelait Catherine, est mariée donc avec Henri V,
d'Angleterre, et le dauphin Charles est déshérité par son père, et donc succédera à Charles VI, enfin ce que prévoit le traité, c'est qu'à la mort de Charles VI, ce soit Henri V qui réunisse pour lui-même la couronne de France et la couronne d'Angleterre. Et donc le tout sous les bons auspices de la reine Isabeau de Bavière, bon, qui était une princesse allemande. Donc on ne doit peut-être pas tellement lui en vouloir. Ça c'est une plaisanterie. Donc en tout cas, si vous voulez, le sommet de la crise, c'est vraiment 1420. 1420, alors les historiens ont beaucoup, en particulier Michelet, ont beaucoup noirci le tableau en disant que la France était fichue. Plus exactement, c'est ce que dit Régine Pernoud, ça me semble un peu plus juste, la France est vraiment divisée en deux. Alors c'est amusant, c'est autour de l'axe de la Loire, donc est un axe important quand même en France, et pas encore actuellement. En tout cas, vous voyez, une partie nord qui est largement aux mains des Anglais et des Bourguignons, et le sud, vous voyez, qui reste, comme on le verra, fidèle au dauphin Charles, ce qui va permettre à Jeanne d'Arc ensuite de lever des armées. Alors, la situation n'est quand même pas totalement uniforme, puisque le seigneur de Vaucouleurs, qui va accueillir Jeanne d'Arc, était en fait fidèle au roi de France. Donc il ne faut pas croire que tout était aux mains parfaitement des Anglais. Je vais vous donner un autre exemple. Le fameux évêque Cochon, Pierre Cochon, dont la mémoire est assez presque damnée en France. Donc c'est lui qui va lancer le procès de Jeanne à Rouen. Donc l'évêque Cochon était un personnage pas très recommandable, qui avait beaucoup fricoté avec les Anglais pour se faire nommer évêque. Il était en fait évêque de Beauvais. Mais les gens de Beauvais ne voulaient pas d'un évêque à la solde du roi d'Angleterre. Donc il n'a jamais mis les pieds à Beauvais. Et c'est pour ça qu'il était à Rouen. En fait, il attendait que le siège de Beauvais soit libre. Et donc la ville de Beauvais, en fait, résistait aux Anglais. Donc vous voyez que la situation n'était pas forcément complètement uniforme. Il y avait un peu comme dans Astérix, des poches de résistance, des petits villages gaulois qui tenaient bon. Donc si vous voulez, c'était plus compliqué que vraiment une occupation comme on a pu le connaître en 40. Vous voyez. Et en fait, Cochon espérait qu'une chose, c'était être archevêque de Rouen. Malheureusement, ça ne lui est jamais arrivé. Il espérait aussi être cardinal, mais enfin, ça n'est pas arrivé non plus. En tout cas, donc, 1420, c'est vraiment le sommet de la crise. Le traité de Troyes prévoit effectivement une union des couronnes anglaises et françaises. Alors, je vais montrer un symbole qui est assez fort quand même, qui ne plaît pas beaucoup à nous les Français, mais... Alors, attendez, je descends un petit peu, je reviens aux Anglais. Donc voilà Henri V, un roi très intelligent, très ambitieux, très courageux, militairement parlant. Et voilà donc le couronnement de son fils, Henri VI, dont on va reparler après. Ce qui est très intéressant, c'est que, si vous regardez bien, donc ça se passe en Angleterre, sauf que si vous regardez les étendards qui sont en haut, vous avez donc les lions de la Normandie, les deux lions dorés sur fond rouge. Alors je ne sais pas exactement les termes de l'héraldique, mais enfin en tout cas c'est encore le symbole de la Normandie actuelle. Et puis vous voyez, associé aux armes d'Angleterre, les fleurs de lys. Donc ça montre bien la volonté de fusionner les deux couronnes. Alors justement, ce qui va sauver la France, avec Jeanne d'Arc bien évidemment, mais c'est que, de manière tout à fait impromptue, en 1422, le roi Henri V meurt à 35 ans. Il meurt en fait d'une maladie intestinale foudroyante. Et, j'allais dire, heureusement pour nous, parce que lui succède un fils de 10 mois, qu'il a eu donc avec Catherine de France, Henri VI d'Angleterre. Et alors en fait, la situation en Angleterre n'était pas non plus des plus brillantes, et à la faveur de ce jeune roi qui est un bébé, en fait, là aussi, les grands aristocrates anglais vont commencer à prendre des libertés. Et, comme je vous avais dit, Henri IV, donc le grand-père, était un usurpateur. Il va y avoir une guerre, en fait, entre deux branches princières anglaises. Si vous connaissez le théâtre de Shakespeare, on le voit admirablement dans les pièces Henri VI, Richard III, etc. La fameuse guerre des deux roses entre les Lancastre et les York, qui étaient en fait deux familles princières issues d'Henri IV, qui vont se faire la guerre, là aussi, pendant pratiquement plus de 60 ans. Donc à cette époque-là aussi en Angleterre commence une guerre civile qui, fort heureusement pour nous, va mobiliser les Anglais. Alors,
je reviens juste un tout petit peu en arrière pour vous présenter le dauphin Charles. Donc le voilà. Le dauphin Charles, donc, qui a été éduqué à la cour d'un père que vous imaginez assez absent, d'abord à cause de son rôle comme roi, et puis aussi à cause de la maladie, et qui avait été rejeté par sa mère, Isabeau de Bavière. Donc là aussi, il y a des choses assez complexes. Et donc, à la faveur de la bataille, à la suite d'Azincourt, ce dauphin Charles, qui sent que les choses tournent très très mal à Paris, s'enfuit, comme je vous disais, au sud de la Loire. Et c'est pour ça qu'on l'appelait le roi de Bourges. Donc, en 1422, 1420-1422, au moment du traité de Troyes, la situation est la suivante. Donc, au nord de la Loire, c'est les Anglais. Pour l'instant alliés aux Bretons, mais les Bretons vont changer plusieurs fois de camp. Et donc, le dauphin Charles est à Bourges. Alors, avec beaucoup de problèmes d'ordre psychologique, comme je vous disais, puisque vous imaginez que la situation familiale, évidemment, laissait des séquelles. Et puis, comme on disait que sa mère avait eu des amants, on doutait aussi de sa... Enfin, lui-même, d'ailleurs, doutait de sa propre origine royale, en fait. Donc, ce dauphin Charles se trouve au sud de la France, avec un certain nombre de partisans qui l'encouragent à se faire sacrer à Reims. Mais Reims est dans le domaine occupé par le duc de Bourgogne, donc il est très hésitant, il ne sait pas très bien quoi faire, et comme vous le savez, eh bien, le facteur qui va le déclencher finalement, ça va être l'arrivée de Jeanne. Et puis en plus, ses conseillers, au départ, étaient plutôt des diplomates, donc ils cherchaient un arrangement avec les Bourguignons et les Anglais. Donc on était vraiment dans une politique très, très diplomatique, disons. Alors le voilà donc un portrait beaucoup plus tard, lorsqu'il va devenir roi Charles VI. C'est un portrait qui est assez connu. Je suis désolé, il n'est pas très bien scanné non plus, donc il y a pas mal de tâches. Enfin en tout cas, ça c'est Charles VII, après le couronnement. Alors, je voudrais dire un tout petit mot, encore, sur une autre donnée qui est quand même assez importante. On a vu l'Angleterre, on a vu donc Henri V, Henri VI. Je voudrais vous parler aussi de la papauté, très brièvement, puisque là aussi la situation n'est pas très facile. Vous savez donc que les papes étaient venus à Avignon au début du XIVe siècle, et puis il y a eu une grande sainte, Catherine de Sienne, qui n'a eu de cesse de faire revenir le pape à Rome. Alors elle était italienne, elle est venue plusieurs fois à Avignon solliciter le pape a beaucoup hésité, et puis finalement elle a convaincu Grégoire XI, qui était un pape français, gascon, de revenir à Rome. Donc en 1377, sous l'instigation de Sainte Catherine de Sienne, le pape Grégoire XI rentre à Rome. Mais à Rome, la situation n'est pas des plus faciles, et puis un Français à Rome qui ne comprend rien aux luttes entre les factions des différents princes romains, des Visconti à Florence, c'était assez compliqué. Et un an après, le pape Grégoire XI meurt, 1378. Alors on fait un conclave, et dans ce conclave, plus des 2 tiers des cardinaux sont des Français et des Gascons. Mais on est à Rome, et le peuple italien demande un Romain, sinon un Italien. Donc les Romains, très attachés au principe d'avoir un pape romain, insistent d'une manière assez forte auprès des Français et des quelques cardinaux étrangers qu'il y avait, pour qu'on élise effectivement un Romain ou un Italien. Alors finalement c'est un Italien qui est élu en 1378 et il prend le titre d'Urbain VI. Mais alors ce pape est un pape manifestement réformateur et qui a un caractère assez bien trempé, donc il va faire des remontrances aux cardinaux français, lesquels vont très mal le prendre, et ils vont réunir en fait un deuxième conclave qui va déposer le pape Urbain VI et qui va élire un autre pape, celui-ci français, qui va prendre le titre de Clément VII. Et alors là, la situation va devenir très compliquée parce que l'Église va être divisée entre 2 papes. Le pape de Rome, Urbain VI, et le pape Clément VII. Alors c'est une histoire tellement compliquée que l'Église n'a jamais défini, enfin en tout cas pas à ma connaissance, lequel pape était le pape légitime. Dans l'Antiquité, vous aviez eu des antipapes, qui avaient été élus par une fraction du clergé de Rome qui ne voulait pas l'autre pape élu par l'autre fraction du clergé. Ça c'était une situation qui avait déjà eu lieu. Alors là, la situation est assez inédite, et l'Église n'a jamais vraiment tranché.
Donc le pape Urbain VI est à Rome, le pape Clément VII est français, donc il va repartir à Avignon. Et alors, cette situation, c'est ce qu'on a appelé le grand schisme. Vous allez avoir une partie qui va se doubler de questions politiques très compliquées. Vous allez avoir une partie de la chrétienté, et donc de l'Europe, qui va suivre le pape de Rome, Urbain VI, et une autre partie qui va suivre Clément VII. Alors évidemment, le roi de France est partisan de Clément VII, bon, pour des raisons politiques que vous imaginez assez facilement. Le roi d'Espagne, enfin les royaumes d'Espagne, puisqu'il y en a plusieurs, vont être également partisans de ce pape d'Avignon, et aussi le royaume de Naples, parce que le royaume de Naples avait été conquis par un duc d'Anjou, qui était aussi comte de Provence, et qui avait débarqué à Naples. C'était le fameux règne angevin. Et alors, de l'autre côté de la chrétienté, l'Angleterre, donc le royaume, le duché de Florence à l'époque, évidemment par réaction contre les Napolitains, la Pologne et les pays scandinaves soutiennent le pape Urbain VI, l'empereur allemand oscillant entre les deux. Donc, je passe assez vite, mais enfin, il y a beaucoup de questions politiques, il n'y a pas que des questions religieuses. Donc la chrétienté est vraiment divisée en deux. Et ça va donner une situation très compliquée. Vous aviez des villes de France où il y avait 2 évêques. Donc évidemment, c'était pas très simple. Alors, comment va se résoudre la question? Eh bien, les évêques vont essayer de mettre les rois d'accord. Ils n'y arrivent pas. Et donc finalement, les évêques décident de convoquer un concile, lequel concile va se réunir d'abord à Pise, puis ensuite à Constance. Et ce concile va demander aux 2 papes de démissionner. Alors dans un premier temps, ils refusent. Donc le concile élit un pape. 3 papes. Donc là, on est en 1410, 1409, 1410. Alors finalement, après beaucoup de négociations, beaucoup de complexité, eh bien, en 1414, le pape de Rome, qui s'appelait Grégoire XII, qui était quelqu'un manifestement de très humble et qui avait une certaine sainteté personnelle, va démissionner. En revanche, le pape d'Avignon va refuser de démissionner. De même que le 3e pape qui avait été élu, et qui s'appelait, ça va vous amuser, Jean XXIII. C'est pour ça que lorsque le cardinal Angelo Roncalli a été élu pape, en 1958, je m'adresse aux plus âgés parmi nous, et bien en fait il va hésiter à prendre ce nom de Jean XXIII à cause de l'histoire qu'il y a eu avant. Et donc finalement, donc après la démission du pape de Rome, le concile, donc c'est là qu'il y a un problème sur lequel les théologiens réfléchissent beaucoup, parce que l'autorité suprême dans l'Église c'est quand même le pape, et là en l'occurrence, le concile va faire démissionner 2 papes. Le concile en fait va déclarer les 2 autres papes comme antipapes, et ils vont procéder à l'élection d'un nouveau pape, alors qui est un prince romain, un prince Colonna, une grande famille de Rome, qui va être élu sous le titre de Martin V. Donc 1415, c'est l'élection de ce pape Colonna. Donc vous avez là une reproduction d'un portrait qui est à Rome, qui avait été fait de son vivant. Et donc Martin V Colonna, élu donc à Pise, retourne à Rome, et la situation va s'apaiser parce que finalement, après un certain temps, les différents rois vont reconnaître ce pape. Et le roi de France va être pratiquement un des derniers à le reconnaître, ça va prendre un certain temps. En tout cas, donc, en 1417, l'unité de l'Église est rétablie, mais vous imaginez bien que ça a laissé quand même des traces et que ça a laissé des séquelles. Donc c'est important aussi pour nous de connaître cette situation. Donc là vous avez un tout petit résumé de ce que je vous disais, hein. Vous avez les dates principales. Le concile de Pise qui va être ensuite transféré à Constance, puis ce concile va continuer jusqu'en 1439 à Florence. Parce que évidemment il va y avoir, comme c'est un concile qui a déposé les 2 papes, il va y avoir 2 tendances dans l'Église qui vont s'affronter avec des questions théologiques assez complexes, de savoir qui a le pouvoir suprême dans l'Église. Est-ce que c'est le concile ou est-ce que c'est le pape? Et donc ça va durer pratiquement jusqu'en 1442, jusqu'à la fin du concile de Florence. À ce moment-là, le pape va dire très bien, maintenant le concile est fini, en gros c'est moi le patron. Voilà, donc c'est ce qu'on appelait la querelle du conciliarisme. Et en fait l'Église n'a jamais vraiment tranché,
puisque bien sûr, quand le pape est élu, c'est lui qui a l'autorité suprême dans l'Église, et quand le pape est mort, ou comme Benoît XVI, qui a démissionné de sa charge, il y a le collège des cardinaux, d'une certaine manière, qui reprend, au moins pour un temps, une partie de l'autorité du souverain pontife dans l'Église. Alors tout ça pour vous dire que Sainte Jeanne d'Arc, qu'on connaît bien à Chinon, intervient dans un contexte effectivement très très complexe du point de vue politique, que j'ai essayé de vous décrire brièvement, pour ajouter pas mal de choses. Contexte politique complexe du fait de la folie du roi Charles VI, alors lequel Charles VI meurt en 1422, donc en même temps qu'Henri V pratiquement. Donc lorsque Jeanne d'Arc arrive en 1429, c'est Henri VI qui est roi d'Angleterre, mais c'est un tout petit enfant, donc ce sont les nobles anglais qui dirigent le pays. Charles est encore dauphin, il n'est pas encore roi, et il hésite beaucoup à se faire couronner, c'est elle qui va le décider finalement. Et puis l'unité de l'Église vient tout juste de reprendre en fait. Alors juste quelques petites photos, bon, que vous connaissez. Hein. Ça c'est la maison natale de Jeanne à Domrémy, une maison natale qui existe encore, vous avez peut-être visité. Et puis, donc, alors ça évidemment à Chinon on connaît bien, c'est la fameuse scène donc, de la tapisserie qui représente l'arrivée de Jeanne à Chinon. Donc là j'en dirai pas plus. Alors, simplement pour conclure, je vais sortir peut-être un tout petit peu du champ historique, mais moi ce qui m'a quand même beaucoup frappé en lisant Régine Pernoud, je vous présenterai ensuite quelques ouvrages que j'avais utilisés, qui m'ont bien aidé. Ce qui est quand même très frappant, c'est que dans ce contexte politique très complexe, arrive une jeune fille de 17 ans, j'allais dire un peu comme une fleur, non parce qu'elle est poussée par Dieu, hein, mais vous voyez d'un point de vue purement humain. Donc une jeune fille qui sait son catéchisme, parce qu'elle l'a appris par cœur, mais elle ne sait pas écrire. Les premiers manuscrits qu'on a de Jeanne, c'est des traités qu'elle a cochés en faisant des croix. Par exemple, quand elle va venir voir le dauphin Charles à Chinon, il va aller la faire examiner par l'évêque de Poitiers et par un tribunal de théologie à Poitiers. Et là, c'est très intéressant de comparer ce que dit le tribunal de Poitiers et ce que dira le tribunal de Rouen. Beaucoup d'historiens ont comparé les deux. Évidemment, le tribunal de Poitiers est beaucoup plus bienveillant, mais c'est assez intéressant de voir les questions qu'ils ont posées, qui sont assez symétriques, et de voir la réponse qui est donnée d'un côté à Poitiers, où on va reconnaître le caractère surnaturel de sa mission, et au contraire à Rouen, on va tout faire pour la coincer. Donc voilà cette jeune fille qui arrive, qui est fils de paysans aisés, mais qui est vraiment, on peut dire, une fille de la campagne, qui arrive dans ce contexte de la cour de Chinon, où on ne sait pas très bien ce qu'on doit faire, devant un dauphin qu'elle respecte. Enfin, vous imaginez, elle est dans un jeu politique très complexe, et la voilà qui arrive. Et tout de suite, elle se trouve mêlée aux grands du royaume, aux grands combattants. Et ce qui est très beau, c'est de voir le témoignage justement de ces militaires, là, de Dunois, de Xaintrailles, qui sont des hommes chevronnés, et qui sont émerveillés devant cette jeune fille. Donc Régine Pernoud a un certain nombre de témoignages qui sont assez frappants. Alors moi ce que je trouve, et ce qui me marque beaucoup, c'est que dans ce contexte politique qui était quand même compliqué, où la France était vraiment en piteux état, et sur le plan économique et sur le plan politique, eh bien elle a tracé sa voie. Et alors vraiment je trouve que c'est une sainte de l'espérance, et c'est une sainte de l'humilité, parce que elle n'était pas du tout formée pour ça, elle n'avait pas de qualité d'homme politique, même de femme politique, il n'y en avait pas à l'époque, et elle a suivi, bien évidemment, alors il y a eu les voies, mais enfin les voies n'ont pas fait tout, elle a tracé petit à petit sa route, en sachant exactement là où elle voulait aller, et en se positionnant toujours de manière très juste. Et alors je trouve que dans cette période où on ne savait plus très bien quoi faire, où ça partait un peu de tous les côtés, elle a su avec foi trouver la voie que Dieu lui destinait. Alors je dirais, c'est un peu ce que j'ai dit aux enfants, au-delà de l'aspect extraordinaire de sa mission, voilà une jeune fille qu'on vient chercher, qu'on amène devant le dauphin, les conseillers du roi qui ne savent pas très bien quoi faire, au-delà de l'aspect quand même exceptionnel de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle a fait pour la France, parce qu'elle a rétabli quand même une situation. Après les Jeanne, vous les connaissez, je ne reviendrai pas dessus, mais je trouve quand même qu'au-delà de cet aspect extraordinaire, et je trouve que Régine Pernoud le montre très bien, elle a eu une vie de foi, d'espérance. Chaque fois qu'elle passait devant une église avec ses soldats, elle demandait de s'arrêter pour prier, ou pour écouter la messe, ou pour se confesser. Et se confesser, donc, disent les chroniqueurs, toutes les semaines, et à chaque bataille importante.
Bien, au-delà de cela, j'allais dire, on parle du devoir d'État, un terme qui n'est pas toujours très agréable, mais elle a su vraiment, je trouve, montrer comment un chrétien devait se comporter dans un monde très difficile, et où elle ne maîtrisait pas tout, loin de là. Donc, c'est un peu ce que j'ai dit aux enfants, moi je suis frappé vraiment de l'aspect finalement très ordinaire de la vie de foi de Jeanne, de la manière dont elle a voulu demander l'aide de Dieu, et comment Dieu finalement s'est servi d'elle comme un instrument extraordinaire, un instrument de choix, mais avec des choses simples, ouais, l'humilité, sa virginité, donc avec les soldats qui sont tous des soudards et qui sont épatés de sa manière de se comporter, alors qu'ils auraient bien sollicité ses faveurs, son humilité, sa force, sa foi, enfin des qualités que nous sommes tous dans nos rôles respectifs appelés à vivre, quoi. Et donc, Don Pierre-Marie m'avait dit d'essayer de voir ce que Jeanne d'Arc pouvait nous apporter pour aujourd'hui. Je pense que le message politique est compliqué parce que la situation n'est pas du tout la même. La France était très religieuse à l'époque, bien qu'il y ait eu tous ces conflits, les gens étaient tous chrétiens, et alors après, leur vie n'était pas forcément à la hauteur de leur christianisme, enfin, le pays était chrétien. Donc la situation est vraiment assez différente de la nôtre. En revanche, je pense que ce qu'elle peut nous apporter, et vraiment en lisant Régine Pernoud, on le voit très fortement, c'est cette vie de foi, cette vie d'espérance, le fait qu'elle se dit Dieu est présent, et même si la situation n'est pas facile, si beaucoup de choses semblent s'écrouler, Dieu est là, Dieu est présent, et il est capable de faire des miracles. Alors, peut-être pas des miracles aussi éclatants que Jeanne d'Arc dans nos vies, mais enfin Dieu fait des choses extraordinaires. Voilà ce que je voudrais conclure en somme un peu de ce parcours. Merci. Merci.